Mandeville, un nom qui résonne doucement comme le vent dans les sapins. Un village québécois des plus typiques, mais en même temps absolument unique. Ici, la nature est vaste, sauvage, et l'humain tissé, serré. C'est un petit village fondé en 1903, niché aux portes de la réserve faunique Mastigouche. À peine 2500 âmes, mais une mémoire bien plus vaste. Situé dans l'Anaudière, à environ 1h30 de Montréal, Mandeville incarne cette campagne québécoise, fière de ses racines. Ce village, c'est un livre ouvert sur notre héritage collectif. Un lieu à visiter, à marcher. C'est aussi ça, apprendre d'où l'on vient. Impossible de parler de Mandeville sans évoquer la Birchwood. Cette usine a littéralement bâti la communauté. Dans ses meilleures années, elle faisait vivre près de 200 personnes, 200 familles. Le bois ici, c'est dans le sang, et Birchwood en était l'emblème. Quand l'usine a fermé, c'est tout un pan de l'identité locale qui s'est effacé. Maintenant, son immense structure demeure visible dans le paysage, comme un rappel du savoir-faire d'ici, et d'une époque pas si lointaine. Un peu à l'écart du village, il y a un endroit qui mérite le détour. Un détour que je m'oblige à faire avant de me rendre à ma destination principale. Un lieu de calme et de puissance, les chutes du Calvaire. Autrefois, cette rivière servait à la drave. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, probablement par sa difficulté. Les billots y descendaient en cascade, portés par le courant et guidés à la main par des hommes de métier aux pieds sûrs. Aujourd'hui, la drave a disparu, mais l'eau, elle coule encore. On ne se tanne jamais du bruit d'une chute, ce grondement constant, presque rassurant. Assis sur les rochers, surplombant le tumulte, c'est l'esprit qui finit par glisser. Il se perd un peu dans l'apparente passivité de la forêt. Mais tout est là, le mouvement, l'histoire, la mémoire. Aujourd'hui, j'explore les sentiers. Je vous fais découvrir 2 sommets avec leur point de vue vers les lacs. C'est un endroit ici qui est surtout fréquenté par les locaux, mais c'est vraiment un petit bijou à découvrir. Je suis certain que si vous êtes d'autres régions, vous allez venir visiter l'endroit. Suivez-moi, on découvre la place. À Mandeville, certaines rencontres marquent plus que d'autres. Jean-Louis Roy, 88 ans, fait partie de celle-là. Quand je croise des gens comme lui, je ressens toujours un immense privilège. C'est un fragment vivant de notre histoire, un témoin lucide d'un autre temps.
un homme aux 1000 vies et tout autant de récits. Je l'ai rencontré à la pourvoirie Mastigouche, un lieu chargé d'histoire. Jadis, c'était un club privé très sélect, un repère de richissimes Américains, dont les 90 membres étaient tous à la tête d'entreprises inscrites à la Bourse de New York. Ici, dans la nature sauvage du Québec, ces magnats venaient chercher le calme, le prestige et les plus belles prises. J'ai commencé à venir ici au Club Mastigouche très jeune parce que mon père et puis ma mère étaient cuisiniers pour les guides. Je pouvais passer mes étés ici. Ça me donnait la chance de courir sur le trottoir ici puis de rencontrer plein de gens. J'ai vécu ça jusqu'au temps de l'école. Mon père il a trouvé du travail à l'usine locale. Ça a été plus tard que j'ai pu venir ici. Vers 18-19 ans, j'ai commencé à guider. C'était probablement mon espérance de finir comme guide ici à Mastigouche. Quand tu es élevé parmi des guides, parmi des gens qui vivent de la forêt, ton ambition, à un moment donné, est de venir travailler en forêt. Après ça a été des études, puis j'ai abandonné. Je suis revenu plus tard après d'autres expériences de vie. Après que je suis marié, j'ai passé 2 ans à Toronto. Puis là, j'en pouvais plus. Je me suis revenu par ici pour des salaires complètement différents, tu sais. Mais j'aimais trop la vie, j'aimais trop vivre. Puis après 2 ans, la forêt, ça me manquait, ça, moi, là, la liberté de vivre en forêt. Au fil de la montée, la forêt s'ouvre parfois, juste assez pour laisser passer un regard sur le lac. Puis, après quelques kilomètres seulement, j'arrive à mon premier sommet. J'aperçois 3 lacs, 3 taches posées dans le relief. Des lacs dans tous les sens. Et je me rappelle à quel point on oublie parfois la richesse qu'on a au Québec. Des milliers de lacs éparpillés comme des perles sur notre territoire. Silencieux, généreux, essentiels. Prendre le temps de regarder au loin pour ne pas oublier l'importance des choses. Il y a des gens qu'on croise sur un sentier et d'autres dans un sentier.
Je ne sais pas si vous allez me saisir, mais André Armstrong, c'est un peu les deux. Émotif, travaillant, un amoureux de la rando comme il s'en fait rarement. Un pur. La région lui doit beaucoup. Toute sa vie, il a ouvert des chemins dans la forêt. Défrichés, tracés, ajustés. Je ne pouvais pas marcher dans les sentiers du lac Ancaire sans aller à la rencontre du tout premier à avoir imaginé ce parcours. Là, je suis bien content. Je rencontre André Armstrong, qui est un des artisans de Mandeville d'une certaine façon parce que vous avez été le premier à développer des sentiers de randonnée. Oui, des sentiers de randonnée. Il y avait des sentiers, il y avait l'association Chasse et pêche de Mandeville, dont un des directeurs du temps a quand même beaucoup aidé au développement des sentiers du lac Ancaire de par ses connexions. OK. Mais donc, vous rentrez dans le bois, on prend une scie mécanique. Comment ça se passe? Ça s'organise, oh, là? Non. Les débuts, il n'y a pas eu de scie mécanique. J'ai parti ça avec un sécateur et un sciot à la main. Oh oui? Oui, elle va pas y mouiller. Ça prend un gars en forme? Oui, on est plus en forme quand on est plus jeune. Ouais, mais vous étiez un randonneur depuis toujours? Oui. Puis je faisais de la randonnée ailleurs. On a fait dans les Laurentides, en Mauricie. On a fait partout de la randonnée. J'étais le premier à chialer, dire à Mandeville, on a le territoire pour, on n'a pas de sentier. Puis un matin, je me suis levé puis je me suis dit, t'en veux d'un sentier? Fait que je suis venu à la municipalité. Je lui ai offert à partir le réseau. Ça s'est fait graduellement, hein, à temps perdu. Là. Oui. Là, il y a des gens qui se sont joints à vous, là. Non. J'ai fait ça pendant 20 quelques années tout seul. Wow! Ouais. Ma copine m'a aidé de temps en temps. En 2017, là, j'ai du monde qui sont venus m'aider. Quand j'ai annoncé ma retraite, que j'étais plus capable, j'étais réellement plus capable, Ouais. j'étais un émotif, j'en parle, puis j'ai de la misère. Les sentiers du lac Ancaire, c'est mon bébé. Vous avez mis votre cœur. Oh! On fait pas ça si on n'est pas passionné, là. Faut aimer la randonnée. Non. Quand tu fais du bénévolat dans ta passion. Moi, je suis pas capable de me payer un lot ici. Là, j'en ai 4-5 que je peux me promener dedans. Ouais. Si j'avais pas la municipalité, je pourrais pas faire ça, puis il n'y aurait pas de randonnée. Fait que je m'amuse avec mes outils à faire ce que j'aime. En tout cas, merci pour ça, puis merci pour votre legs de sentier. Parce que maintenant, C'est un maintenant on en plaisir. profite. C'est un plaisir. Moi, j'y vais même plus, mais je sais qu'il y en a qui y vont, parce que je n'entends parler encore. On sent que son but, ce n'était pas de marquer la forêt, c'était de révéler ce qu'elle avait à offrir, sans rien en échapper. Partager sa joie de la découverte, son émerveillement simple, son amour du plein air. Randonner ici, c'est marcher avec lui. C'est ressentir son intuition, en recevoir en héritage la beauté qu'il a voulu transmettre. Mes années de guidage se sont faites avant 71. Parce qu'en 71, le gouvernement du Québec a mis la hache dans les clubs privés. Le Club des Américains a perdu ses droits en 1972, ici. Il n'y avait plus de clubs privés. La majorité des clubs privés ont été fermés pour former la réserve faunique de Mastigouche. Avant 71, le seul endroit où il y avait du poisson, c'était dans un club privé. Dans le fleuve, c'était plus possible. Il n'y avait pas de qualité de pêche. Les gens voulaient venir à la pêche dans un club privé parce que c'est le seul endroit où il y avait du poisson. Ainsi qu'il y a eu des grosses contestations. Les privés étaient obligés d'avoir des gardes de pêche sur leur territoire pour empêcher les gens de venir pêcher ici. J'ai participé dans les quelques années que j'ai travaillé ici comme garde de pêche en saison morte, disons. Après 71, le gouvernement du Québec a autorisé la chasse à l'orignal, la chasse à la perdrix, puis la chasse aux autres gibiers. Quand tu travailles et que tu aimes ton travail, on n'appelle pas ça travailler. C'est quasiment aussi plaisant pour un guide que le gars qui paye le gros prix puis qui va faire des tours de canot. Tu vas faire des tours de canot, tu n'as pas le plaisir d'avoir le manche de ligne, mais c'est toi qui fais que le touriste qui vient ici est capable de prendre du poisson. Tu as participé à son plaisir, puis tu as un plaisir aussi. Quand tu viens pour guide de pêche, tu viens parce que tu aimes ça. Tu ne fais pas des études bien longues pour ça. Il faut que tu sois patient aussi, il faut que tu aimes les mouches, il faut que tu sois capable de faire du feu, il
faut que tu sois capable d'avironner. Tu ne vas pas noyer ton client. C'est pas juste de transporter un canot, c'est de savoir contrôler un peu les jeunes qui ont besoin de guidance et puis de les emmener à bon port. Ouais, de les ramener vivants surtout. Tous les guides fabriquaient ce qu'on appelle une cope, une pièce de bois que tu prends à même un arbre, puis tu creuses ça, puis tu te fais une tasse pour accrocher après ta ceinture. C'est un lac, tu veux boire de l'eau, c'est facile. Aujourd'hui, la mode, c'est transporter notre petite bouteille d'eau, de plastique, il y a de l'eau dedans. Mais dans le temps, toute l'eau partout était bonne. Fait qu'on avait toutes des copes, puis on se servait de ça. Les Américains nous regardaient faire, puis ils disaient « Peux-tu m'en vendre une? » Nous autres, ça nous faisait un petit sideline. C'est là, un petit à côté, là, un petit travail à côté. Tout le monde travaillait le bois ici, là, dans le bois. Des gosseux, là, par ici, on appelle ça des gosseux, là. Comme la gang qu'on a au village, là. Et ils peuvent vous montrer 100 copes, là. C'est des personnes qui sont passées par mon école. Mais aujourd'hui, ils peuvent battre le professeur. C'est correct, ça, là. C'est correct. Ils continuent à montrer. Il y a du monde qui viennent d'un peu partout alentour, puis apprennent à faire des copes. Les Massigosseux, un club bien spécial, aussi unique que le village lui-même. Le bois n'est pas seulement une matière, c'est un art. Les membres du club sculptent à la main des copes, des tasses traditionnelles faites à partir des nœuds d'arbres. Ça, c'est de la racine de bouleau et qui est comme entre le tronc puis les racines qui vont dans la terre, là, il y a des boules. Puis on coupe ça, puis on peut les gosser sans que ça éclate. Ici, on a le parfait exemple de ce que recherchent les gens du club des Massigosseux, c'est-à-dire une malformation au niveau de l'écorce, parce que probablement que l'arbre a perdu des branches. Ici, on a un érable à sucre. Donc, on vient récupérer cette portion-là qu'on va creuser pour créer les fameuses copes qu'utilisaient les bûcherons pour boire de l'eau ou les guides de chasse et de pêche. Alors, c'est super important d'attendre que l'arbre soit mort ou au sol pour le faire. Dans certains cas, ce sont même les racines, surtout les racines de bouleau, où on a des exubérances qu'on peut recueillir pour en faire aussi des copes. Alors, magnifique sculpture en nature. La récompense ultime du randonneur, une vue comme celle-là, sur le lac en cœur. Un lac qu'on aurait pu appeler le lac Armstrong, parce que André, de son prénom, c'est lui qui a développé les sentiers ici, qui a mis beaucoup de cœur, justement, puis beaucoup de passion. Puis sans ces gars-là, ben, il n'y en aurait pas de sentiers. On oublie souvent qu'il y a des bénévoles derrière ces sentiers. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls, par hasard. Parfois, on s'est servi d'un sentier de chevreuil ou d'orignal, mais il a fallu, évidemment, les dégager, les travailler, les entretenir au fil du temps. Alors, c'est important quand on est passionné de la rando, si on a du temps de pouvoir le redonner aux autres puis à la communauté, puis de pouvoir s'engager dans des clubs, par exemple, bénévoles pour aller entretenir ces sentiers, souvent au printemps, parfois à l'automne. D'ailleurs, ici, je regarde, il y a beaucoup de feuilles. Ça doit être extraordinaire pendant la saison automnale. C'est magnifique. Maintenant, c'est nous qui en profitons. C'est moi.
Il a tout fait. Il a tout vu. Mais au-delà de ces histoires de truites et de riches clients, il y a chez Jean-Louis une passion insoupçonnée, la sculpture. Toujours la pelle du bois. Avec son ami Jean-Louis Corriveau, il a façonné un Christ en croix qui se dresse aujourd'hui derrière l'autel de l'église du village. J'ai dit à Jean-Louis, qu'est-ce que tu dirais de ça si on faisait un Christ en croix? Parce que lui, c'est un bon menuisier, c'est un bon faiseur de meubles. J'ai des ambitions pour lui, là. Faut pas qu'il soit comme ça, parce que quand il arrive avec la croix, ça marchera pas. Fait que je me fie sur lui pour ces détails-là. Puis on a réussi. On aurait pu le mettre à l'extérieur, une croix de chemin, là, tu sais, là. Mais j'ai réussi à convaincre le curé de l'installer dans l'église. Il dit, c'est derrière l'autel qu'on va le mettre. Puis quand ils ont monté le Christ en croix, ils ont dit, Jean-Louis, va-t'en chercher des cafés. Parce qu'ils sentaient que j'étais nerveux. Fait que j'ai été chercher du café le temps qu'ils l'ont installé. Ça me fait rire de penser qu'un gars comme André, qui était tout seul dans ses sentiers à les développer, a certainement dû faire rire bien des gens autour de lui qui le trouvaient probablement un peu fou de faire ça puis de passer tous ses temps libres à ouvrir puis à entretenir les sentiers parce qu'il faut le dire, à une époque, la randonnée, c'était pas très populaire. Les gens allaient prendre une marche à l'occasion en forêt, mais on n'en faisait pas nécessairement un loisir planifié. À l'époque, les gens allaient surtout à la chasse, la pêche. Mais vraiment, la randonnée qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Les gens qui riaient, puis ces familles-là, aujourd'hui disent probablement « Hey, merci André » parce que on a de beaux sentiers qui sont devenus des attractions récréo-touristiques qui amènent des touristes aussi à dépenser, à visiter les commerces du coin. Ça fait travailler des gens de la ville. Il y a des bénévoles aussi à travers ça en plus. Mais au moins, ça permet de garder les gens ici, dans leur village, dans l'endroit qu'ils chérissent le plus. Les sentiers maintenant de randonnée, c'est ça l'avenir du récréo touristique. Quelle immersion incroyable dans l'histoire et le patrimoine de Mandeville. Randonnée, c'est aller à la rencontre de la forêt, de la nature et de sa propre nature. Mais j'aime aussi penser et pousser pour aller à la rencontre de ceux qui la côtoient, l'entretiennent et la protègent. Ici, la forêt est au cœur de tout. Elle a porté l'industrie forestière. Elle a ouvert la voie de l'activité récréo-touristique. Elle a nourri l'artisanat, encore bien vivant aujourd'hui. Son empreinte est partout, dans les mains, dans les mots, dans les souvenirs. Des gens comme Jean-Louis, qui ont vu passer les grands changements, qui ont guidé, bâti, raconté, sont devenus, sans le vouloir, les gardiens d'une mémoire collective. Et c'est devant leurs souvenirs, leur fragile nostalgie, leur héritage immense que soudainement, on réalise toute la profondeur de notre devise nationale. Je me souviens.